liées donc aux performances macroéconomiques de la mise en œuvre du PSE et autres, vous me permettrez de rappeler simplement que le diagnostic qui avait conduit à l'élaboration de ces stratégies mettait l'accent sur la jeunesse de notre population. Vous savez tous que les moins de 25 ans représentent presque les 2 tiers de la population et cela constitue un défi extrêmement important en termes de services sociaux de base, l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à la protection sociale, mais aussi un défi extrêmement important en termes d'emploi décent. Ce même diagnostic mettait également sur la table la faible productivité, notamment dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur informel. Il mettait aussi sur la table des marges de manœuvre budgétaires très limitées et un déficit structurel du compte courant. Donc c'est l'ensemble de ces questions que la stratégie essayait d'adresser. Et donc cela m'amènera tout simplement à rappeler dans ma présentation la vision claire et la stratégie, à rappeler les réformes ciblées qui ont été mises en œuvre, les résultats un peu macroéconomiques, avant de finir avec l'inclusion et la protection sociale. C'est loin ou pas? Voilà. Alors, sur la vision, Madame le ministre l'avait rappelé tout à l'heure, au Sénégal émergent en 2035 et avec une société solidaire dans un état de droit. Je crois qu'il y a ici beaucoup de choses, l'émergence, la solidarité, la gouvernance, et cela avait conduit à retenir ces 3 axes. Le premier, la transformation structurelle, qui vise donc à renforcer la croissance, mais surtout à avoir une croissance inclusive au regard de tout ce que j'avais décrit tout à l'heure comme contrainte, comme défi à relever. Un axe 2 sur le développement du capital humain, l'éducation, la santé et la protection sociale. Et donc le 3e axe sur la gouvernance. Évidemment, on ne peut pas réussir ici si on n'adresse pas de façon spécifique ce qu'on a appelé les fondements de l'émergence, à savoir la question de l'énergie, les infrastructures, le capital humain, le financement de l'économie et les TIC. Et donc, au regard de tout cela, évidemment, on peut déjà dire que sur les 3 années de mise en œuvre du PSE, comme le disait le ministre tout à l'heure dans son discours, des résultats fort appréciables ont été enregistrés. Mais ici, les résultats, parce que le PSE, évidemment, contient un bloc de réformes, un bloc de projets, mais les réformes, moi je suis partisan des réformes, elles sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui permettent de libérer le potentiel de croissance, de créer un environnement favorable pour le développement du secteur privé, qui est le seul créateur de richesses, en tout cas dans la durée. Donc des réformes importantes ont été mises en œuvre et ces réformes touchent 2 axes. D'abord, restaurer les marges de manœuvre budgétaires de l'État et l'autre axe, c'est améliorer l'environnement des affaires pour un secteur privé beaucoup plus épanoui. En matière de restauration des marges de manœuvre budgétaires de l'État, ce qu'on peut citer, c'est qu'on a créé un système fiscal plus simple, plus équitable et plus efficace avec l'adoption du nouveau Code général des impôts et du nouveau Code des douanes. On a procédé à une modernisation de l'administration fiscale et douanière en dématérialisant les procédures, en réformant les structures, en automatisant certaines procédures. Nous avons procédé également à une rationalisation des dépenses, surtout les dépenses de fonctionnement, mais nous avons instauré aussi la réserve de précaution en gestion. C'est un système en fait, qui organise un processus d'accès compétitif à certaines ressources où on dit les ressources sont là, mais si vous mettez en œuvre certaines réformes, vous pourrez accéder à ces ressources. Ou bien les ressources sont là, mais si le projet est bien étudié, bien évalué, vous pouvez accéder à l'ensemble de ces ressources. Et on a amélioré l'efficacité de l'investissement public avec les lettres de politique sectorielle de développement, mais les études de faisabilité économique et financière des projets et programmes. Ça, c'est un gros paquet de réformes donc, qui ont été mises en œuvre pour restaurer les marges de manœuvre budgétaires de l'État. Et du côté de l'environnement des affaires, beaucoup de textes donc, et des procédures ont été simplifiées pour une administration de services accessible et efficace. Je vais passer peut-être très rapidement là-dessus. Il y a tout un ensemble d'actions qui ont été prises à ce niveau-là. Les guichets uniques pour faciliter le raccordement, etc. Il y a aussi des réformes structurelles et sectorielles pour un gain de compétitivité des facteurs
Et donc, il y a toujours cette histoire des codes, le système de facturation des conteneurs, un paquet de mesures dans le secteur du tourisme. Vous vous rappelez très bien de toutes les mesures qui ont été prises, la généralisation de la TVA, la suppression de certaines taxes, etc., pour relancer le secteur du tourisme. Il y a eu également des réformes sectorielles au niveau de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'hydraulique, du financement, etc. Je vois ici certaines personnes qui pourraient éventuellement revenir sur toutes ces questions. Dans le domaine de l'électricité, des efforts particuliers ont été menés et je crois que toutes les coupures qu'on connaissait de par le passé sont maintenant derrière nous. Le défi réel qui reste dans le secteur de l'électricité, c'est réduire le coût. Et je crois qu'une première action a été menée dans ce sens en début d'année avec une baisse du tarif de l'électricité de 10%. Donc ça m'amène maintenant directement, pour rester dans les 10 minutes qui m'ont été allouées, à passer en revue très rapidement les résultats obtenus au plan macroéconomique. Là, vous voyez la croissance, l'historique de notre croissance. Généralement, si on avait tracé une barre de 6%, vous allez voir que pratiquement depuis 30 ans, nous sommes sortis avec un taux de croissance de 6% seulement 6 fois. Mais surtout, ce qui est important dans la partie verte, vous voyez qu'en 2015, le ministre l'a dit tout à l'heure, nous avions une croissance de 6,5% et 2016, les premières estimations indiquent une croissance de 6,7%. Alors, ce qui est important ici à relever, c'est le fait que sur 2 années consécutives, qu'on puisse rester à ce niveau de croissance. C'est extrêmement important parce qu'on ne l'a jamais connu sur les 40 dernières années. Et quand on a fait la croissance de 2015, naturellement, beaucoup penser que c'est une croissance conjoncturelle. C'est tout à fait normal. Quand on a l'habitude de connaître des croissances en dents de scie, c'est tout à fait logique. Mais je pense que, et nous on le répète tous les jours, tous les efforts doivent être maintenus pour qu'en 2017 également, on reste sur ce palier de croissance. C'est ce qui commencera à indiquer que peut-être nous avons changé de palier de croissance. Et c'est ça, comme disait également le ministre tout à l'heure, c'est ça qui nous permettra véritablement d'atteindre l'émergence en restant sur un niveau de croissance relativement soutenu. Du point de vue des finances publiques, le premier graphique que vous voyez en haut à gauche retrace l'évolution de la mobilisation des ressources. Vous savez que maintenant, la stratégie du gouvernement, c'est d'abord et avant tout de compter sur ses propres forces. Et en conséquence, il faut renforcer la mobilisation des ressources. Je crois que quand je disais tout à l'heure simplification des codes et autres, répond en partie à cela. La modernisation de l'administration fiscale répond à cela. Et effectivement, la courbe sur le taux de pression fiscale que vous voyez en bas à droite montre qu'il y a eu des efforts extrêmement importants qui ont été menés en matière de recouvrement des recettes. Mais il faut poursuivre dans ce sens parce que c'est la mobilisation de ces ressources qui permettra à l'État de prendre en charge les besoins extrêmement importants dans le domaine de la santé, les infrastructures, l'éducation, etc. Donc, des efforts importants ont été notés dans le domaine de la mobilisation des ressources, couplés avec la rationalisation des dépenses et l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Et tout cela a eu un impact naturellement sur la croissance. Alors, cet effort combiné, accroître les recettes, rationaliser les dépenses, a permis effectivement de réduire significativement les déficits budgétaires qui, vous voyez bien, avaient été fortement creusés en 2011 pour atteindre 6,7% du PIB. Et maintenant, nous sommes à 4,2% en 2016. Et l'objectif, c'est de poursuivre cet assainissement pour atteindre la barre des 3% à l'horizon 2019, qui est l'horizon de convergence fixé au niveau de l'UEMOA. Ensuite, l'endettement, effectivement, c'est souvent le thème qui est le plus débattu. Actuellement, on voit bien que effectivement la dette augmente rapidement pour atteindre 57% en 2015, mais toutes les analyses de soutenabilité de la dette montrent qu'elle est encore soutenable, elle est encore viable et que le Sénégal reste un pays à risque de surendettement faible. Et donc, toute la stratégie au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, c'est de bien surveiller cet indicateur pour qu'on puisse garder cette notation, garder cette soutenabilité de la dette. Quand vous regardez ici, vous voyez que toute la stratégie, le graphique qui est à droite, en bas à droite, sur la dette intérieure, vous voyez comment on a réussi à baisser à la fois les taux, parce qu'on a modifié, on a fait le reprofilage de la dette en mettant l'accent sur les titres à plus long terme, plutôt que les titres à court terme. Évidemment,
quand vous regardez la décomposition de la dette extérieure, vous allez voir que la dette des marchés prend un peu, augmente un tout petit peu parce que de plus en plus, effectivement, nous allons sur les marchés internationaux pour pouvoir financer une bonne partie de nos investissements. Au niveau du décompte extérieur, vous voyez aussi le graphique qui est en bas retrace l'évolution du compte courant de la balance des paiements qui était fortement creusé autour des années 2010, etc. C'était normal avec la crise pétrolière, la crise financière, etc. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des exportations à la hausse et la baisse significative des importations qui profitent évidemment d'un environnement international favorable, certes, mais aussi de la forte progression de certaines productions comme le riz, l'oignon, la pomme de terre, etc., qui ont permis de réduire certaines importations dans ces filières alimentaires, a permis aussi de réduire significativement les déficits du compte courant qui aujourd'hui est autour de 6% du PIB. Et toujours, les envois de fonds des travailleurs continuent à progresser. C'est la courbe qui est à droite, en haut à droite, continue à progresser, ce qui a permis également d'atténuer le déficit du compte courant. Et à la courbe à gauche, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les exportations en bleu progressent et au même moment, les importations en rouge baissent, ce qui améliore le déficit du compte commercial. Toujours sur les investissements directs étrangers, ici, vous voyez bien que les investissements directs étrangers augmentent et ça, c'est le reflet de tous les efforts qui ont été faits en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Comme le disait le ministre tout à l'heure, on est dans le top 10 des meilleurs réformateurs et cela, on voit le reflet dans l'évolution des investissements directs étrangers, mais c'est encore très faible parce que c'est 3% du PIB. Je pense que notre ambition, c'est d'aller nettement au-delà de tout ça. Mais c'est déjà encourageant de voir que les IDE commencent à arriver. Alors, je pense que ces résultats au plan macro sont extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, le cadre macro est totalement assaini et l'État met davantage l'accent sur la mobilisation des ressources publiques internes pour financer davantage tout ce qui est investissement dans les infrastructures, l'éducation, etc. Mais la politique d'amélioration de l'environnement des affaires constitue également une super priorité parce que c'est cela qui permettra de libérer le potentiel de croissance, de faire développer le secteur privé qui est le seul porteur d'une croissance soutenue dans la durée. Donc c'est vraiment un message très 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 fort que je voudrais lancer à l'endroit du secteur privé, toutes les réflexions qui doivent permettre donc d'avoir un secteur privé beaucoup plus dynamique. Évidemment, je disais tout à l'heure que la contrainte majeure, c'est créer, il faut une croissance forte qui nous permet de créer des emplois, qui permet donc d'améliorer sensiblement la situation. Voilà. L'ambition, c'est donc d'avoir toujours cette croissance de qualité qui génère de l'emploi, des revenus et qui favorise le développement solidaire et inclusif. Mais cela, ne pouvons pas l'avoir peut-être à très court terme. Le gouvernement a mis en place un ensemble de programmes qui permettaient d'accompagner ce processus à court terme, le temps que la croissance puisse générer un ensemble d'emplois suffisants pour que les populations puissent d'eux-mêmes prendre en charge certains besoins. C'est pourquoi on a mis en place le programme national de bourse de sécurité familiale qui a enrôlé aujourd'hui près de 300 000 familles qui reçoivent chaque trimestre 25 000 francs. On a lancé le programme de couverture maladie universelle, mais aussi le programme d'urgence de développement communautaire qui est salué partout un peu en Afrique, un programme qui est dédié aux zones rurales les plus défavorisées et qui cible l'énergie, qui cible l'hydraulique, les pistes de désenclavement, mais aussi la fourniture d'équipements pour alléger la pénibilité des travaux des femmes en milieu rural. Voilà, mesdames, messieurs, en 10 minutes, donc, ce que je pouvais dire sur les résultats au plan macroéconomique. Je vous remercie.